Bonjour à tous. Je tenais à m'adresser à vous en ce 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Comme vous le savez, ce ministère, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, est totalement engagé pour lutter contre toutes les discriminations. Les derniers chiffres indiquent que les agressions homophobes ont progressé. C'est pourquoi il est si important que l'école se mobilise pour détruire les préjugés qui sont à la base de cette violence. C'est la mission de l'école. Et si nous réussissons cela, nous ne réussissons pas que cela. Nous réussirons aussi tout simplement à améliorer notre vie commune. Et aujourd'hui, je voudrais que cette campagne de prévention soit résolument positive parce qu'elle doit mobiliser toutes et tous contre la haine homophobe et transphobe, qui n'est que l'une des figures de la haine. Des affiches ont été distribuées dans tous les lycées, avec un slogan qui est clair et fédérateur. Ce slogan, vous le connaissez, c'est « Ça suffit, tous égaux, tous alliés ». Eh bien, les réflexions homophobes ou transphobes, à chaque fois qu'elles seront proférées, nous considérerons qu'elles nous insultent tous, et que donc nous sommes tous égaux, tous alliés pour y faire face, et puis pour convaincre, pour faire en sorte que ça cesse, que la honte change de camp. Ne vous sentez jamais seul, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. L'école du respect, de la tolérance, de la compréhension, c'est l'école que nous voulons, tout simplement parce que c'est le pays que nous voulons. Un pays solidaire, fraternel, un pays ouvert et tolérant, un pays où on est heureux de vivre comme on doit être heureux d'aller à l'école. Alors oui, ça suffit, tous égaux et tous alliés. Dans le nouveau programme ABCD d'égalité des sexes, on ne va pas questionner les enfants sur leur identité sexuelle, jamais, à aucun moment. Aucunement, évidemment, et je le redis ici pour tous les parents qui nous écoutent, on ne parle aucunement de sexualité à des enfants de primaire. Et je le redis ici pour tous les parents qui nous écoutent, on ne parle aucunement de sexualité à des enfants de primaire. On leur parle de ce que les filles et les garçons doivent pouvoir ambitionner d'être à égalité plus tard, dans les rêves qu'ils font, dans les ambitions professionnelles qu'ils Alors ministre de l'Éducation, Vincent Peillon déclara « Ce qui a fait la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Or, ce qui a fait la France, ce sont les rois de France. Et ce qui l'a détruite, c'est précisément la Déclaration des droits de l'homme. La France n'est pas sortie du néant le jour de la Déclaration des droits de l'homme. Elle a une histoire intimement liée à l'histoire de l'Église catholique. N'en déplaise aux pourvoyeurs de cette nauséabonde morale laïque qui enseigne aux enfants qu'un couple contre nature a autant le droit d'être respecté qu'un couple marié devant Dieu. Aujourd'hui en France, c'est un fait que le ministère de l'Éducation nationale explique sans aucune gêne aux recteurs d'académie, par une directive très officielle, que le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Puis, afin que ce soit bien clair, il précise que la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. J'attire à ce titre votre attention sur la mise en œuvre d'actions gouvernementales contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Je souhaite que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, dès lors que la qualité et la valeur ajoutée pédagogique de leur action peuvent être établies. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou de leur identité sexuelle. Car la lutte contre le racisme et l'homophobie fait partie des valeurs et des lois de la République que l'Éducation nationale transmet aux élèves. Ainsi, à cette lecture, la conclusion logique qui s'impose, c'est que ce qu'a fait la Déclaration des droits de l'homme, en réalité, c'est une république maçonnique et rien d'autre.
la République maçonnique française. Elle a construite sur les ruines de la France pour détruire l'Église. Il ne s'agissait pas de libérer les peuples de France pour en faire un peuple souverain. Il s'agissait de détruire ces peuples et leur particularisme pour en faire un peuple asservi au diable. La ruse la plus grossière et la plus insultante pour nos intelligences fut de vouloir nous convaincre que c'était par la volonté du peuple souverain que les décisions étaient prises. Mensonge. Gardons en mémoire les mots si symptomatiques que M. Lepelletier de Saint-Fargeau prononça au tout début de la Révolution française. Messieurs, représentons le peuple si nous ne voulons pas qu'il se représente lui-même. Cet adage est aujourd'hui plus criant que jamais. Car alors que toutes les conditions étaient réunies en 2022 pour nous vendre le scénario du sursaut populaire de la droite nationale républicaine, aboutissant à une, entre guillemets, prise de pouvoir par les urnes d'un mouvement pseudo-conservateur, ou du moins conservateur du concept des valeurs de la République, président très impopulaire, déliquescence des partis politiques traditionnels gangrénés par la médiocrité et la corruption de leurs cadres, discours des politiques en décalage total avec le ressenti d'une majorité des Français, etc., que ce soubresaut populaire français aurait pu retarder l'agenda liberticide mondialiste et laisser aux conservateurs libéraux un répit de quelques années pour qu'ils puissent continuer tranquillement à se gauchiser et finissent en douceur par adhérer complètement au parti unique, les seuls candidats de la droite nationaliste susceptibles d'être élus nous ont démontré qu'ils étaient là uniquement pour assurer le show, servir d'écran de fumée et empêcher toute saine réaction populaire contre un système mortifère qui prétend représenter le choix des Français. Ainsi, malgré un score électoral honorable, au bout du compte, c'est l'extrême gauche, parfaitement alignée sur toutes les déviances sociétales diaboliques, qui s'organiante de ce jeu de dupes électoral. Parce que l'alternative politique qui a été proposée aux Français a été fabriquée de toutes pièces par l'argent roi, qui possède tous les médias mainstream, peut-être à l'insu du candidat, bien que cela semble peu probable. Mais là n'est pas la question. Or, fort heureusement, l'intelligence cherche toujours la vérité. Elle a soif de vérité, parce qu'elle est conçue pour connaître la vérité. Et lorsqu'elle s'appuie sur la logique discursive, qui s'acquiert par la capacité de raisonnement, elle tend toujours vers la connaissance de ce qui est vrai, en cherchant à vérifier ses intuitions qui s'avèrent souvent trompeuses, bien que séduisantes. L'intelligence est une arme dont le Seigneur nous a dotés pour que nous soyons capables de combattre l'erreur. Saboter l'intelligence des nouvelles générations constitue donc le b.a.-ba de toute révolution qui veut perdurer en cachant sa véritable nature et imposer les mensonges de ses idéologues. En effet, l'absence d'intelligence vit sur des recoupements et des preuves irréfutables. Fruit du ressenti, elle est spontanée et est fortement influencée par l'environnement et l'état d'esprit de l'individu qui soudain croit prendre conscience d'une vérité. L'art de la propagande consiste à utiliser ce puissant vecteur de soi-disant connaissance en créant un environnement qui sera favorable à l'éclosion d'intuitions conditionnées par des réflexes de type pavlovien. Ça veut dire quoi? Liberté, égalité, fraternité. Ces mots, tu as déjà dû les voir gravés sur des bâtiments publics, écoles, collèges ou mairies. À eux trois, ils forment la devise de la République française, un symbole qui permet à tous les Français de connaître les principes qui guident leur pays. Ces trois mots fondateurs ont été associés pour la première fois lors de la Révolution française en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ça veut dire quoi cette devise? Avant la Révolution, il y avait les rois, les nobles et les religieux qui avaient tous les pouvoirs. Le peuple, lui, n'avait aucun droit. Il pouvait être emprisonné, exécuté ou banni sur décision du roi. Liberté, égalité, c'était le symbole de la fin de l'injustice. Désormais, les citoyens seraient tous égaux, une base pour la nouvelle République française. C'est pour ça que des lois ont été créées pour que ces deux idées soient respectées dans tout le pays. La fraternité, c'est la solidarité. Et elle, par contre, ne peut pas être imposée par une loi. On ne peut forcer personne à être fraternel avec les autres. Mais associés, ces trois mots prennent tout leur sens.
La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil, on n'a pas le droit de sortir du rang. Et la liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des autres. Voilà pourquoi cette devise est gravée partout, pour que chaque Français sache ce qui guide son pays et ce qui doit l'inspirer en tant que citoyen. Réécrire l'histoire, pour inventer un passé capable de faire vibrer la corde sensible des citoyens, est une arme de propagande redoutablement efficace, quand la capacité d'analyse des citoyens a été sabotée au préalable. La vérité historique est alors remplacée par des fables qui, grâce au conditionnement des médias de masse et aux mensonges diffusés à l'école, agissent sur l'imaginaire collectif et plongent la société dans une représentation fantasmée de la réalité, des événements et des influences qui conduisirent à la situation présente. Le subjectif, l'exaltation des sentiments et des impressions prennent l'ascendant sur les faits. Alors, les idéologies construites sur des fantasmes guident la société vers le gouffre abyssal de bêtises dans lequel nous sombrons. Une conception erronée du passé permet par exemple de laisser supposer que la Révolution aurait tout apporté à l'homme. Elle l'aurait libéré de ses entraves et sorti des ténèbres. Alors que la Révolution a tout simplement fait tabula rasa de tout ce qui jadis protégeait les ouvriers, corporations, privilèges et même droit de se réunir. Tout a été balayé par le souffle du dragon pour pouvoir extirper artificiellement un ordre nouveau du chaos installé à dessein. Au guichet! Le feu, mais ça n'est qu'une face! Ce n'est pas à moi, c'est à Jacouille! Allez! Pour parvenir à justifier un nouvel ordre, issu du chaos des urnes, il a fallu au préalable couper plusieurs générations de leurs racines, puis les démunir de tout repère en les plongeant dans une misère corporelle, spirituelle et morale pour repartir à zéro. Il s'est agi, après les avoir privés de tout, en les plongeant dans les ténèbres spirituelles et la misère physique, de leur apporter à la lumière trompeuse du diable la lueur d'une espérance dévoyée qui inciterait les hommes à placer leur confiance dans un progrès matériel futur, forcément subjectif. Comment réussir le tour de force d'installer une nouvelle morale frelatée et d'inverser les valeurs de la société au point que la déchéance morale de l'humanité serait admise par la majorité comme un progrès social incontestable, inattaquable et pour ainsi dire sacré. Eh bien, pour arriver à ce résultat spectaculaire, tout ce qu'il fallut au diable et à ses séides, ce fut du temps pour éduquer, génération après génération, les hommes, en déracinant les peuples et en leur faisant oublier de toutes les manières possibles, même les plus extrêmes, leur terroir et leur passé chrétien. Génocide vendéen, propagande scolaire, guerre des tranchées, dénatalité, exode rural, productivisme, perversion sexuelle, brassage culturel, abrutissement de masse, afin de leur imposer une existence apatride et matérialiste, niant l'existence de l'âme et toute forme de spiritualité. Ce lavage de cerveau collectif, subi par les populations depuis que la Révolution est à l'œuvre et qu'elle remplace l'histoire par des légendes et des mythes, lui sert à garder le contrôle du peuple. George Orwell, dans son roman prophétique 1984, affirmait très justement que celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. 70 ans après la rédaction de ce roman d'anticipation angoissant, les mécanismes totalitaires qui y furent décrits ont aujourd'hui très souvent des airs de déjà-vu. George Orwell écrivit par exemple « Leurs noms étaient supprimés des registres. Tout souvenir de leurs actes était effacé. Leur existence était niée, puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant, vaporisés, comme on disait. »
Ce passage pousse à réfléchir sur le sort que réservent les néo-historiens à certains personnages historiques de premier plan, comme les saints. S'ils ne les remplacent pas par des personnages fictifs, ils se contentent de les faire disparaître, en mentionnant leurs noms, mais en effaçant toute trace de leurs œuvres dans l'histoire qu'ils racontent. Prenons par exemple Monseigneur Belzunce, qui fut incontestablement un modèle de vertu et de dévouement chrétien lors de la Grande Peste de Marseille en 1720. Véritable héros qui exposa quotidiennement sa vie à la contamination en secourant et réconfortant les malades, Monseigneur Belzunce dépensa sa fortune pour subvenir aux besoins des Marseillais et, comme cela ne suffisait pas, il demanda une assistance financière à ses proches. Pourtant, le très anticlérical Jules Michelet n'hésita pas à salir sa mémoire, le diffamant, en dépit de faits historiques encore saillants dans la cité phocéenne, puisqu'un cours porte encore le nom de ce héros et une statue de l'évêque s'y dresse. Mais Michelet, comme l'a rappelé l'historienne Marion Sigaud, osa tout de même écrire. Écoutez ce que Jules Michelet a osé écrire. L'évêque comptait sauver sa ville en la dédiant au Sacré-Cœur. Le 16 août, moi je vous ai dit 1er novembre, le 16 août, il fit avec tout le clergé une procession terrible à grand spectacle d'expiation et de pénitence. Prêchant que le fléau était un châtiment céleste, il frappa les esprits, brisa les cœurs brisés, montra derrière la mort les supplices éternels, il accablait les simples, les pauvres gens crédules, les faibles femmes craintives, petit coup misogyne. Déjà éperdus de remords, les frayeurs aggravèrent la peste. Fin de citation. Alors, la peste a été aggravée à cause de l'évêque. L'héroïsme du saint homme, de la bêtise. Son action, nulle et non avenue. Pire, sous la plume républicaine, l'évêque et l'Église catholique devenaient co-responsables du retour de la peste. Voici comment on réécrit l'histoire en effaçant le passé pour contrôler le présent. Jules Michelet fut à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui le roman national, une mystification de l'histoire de France, reprise et adaptée par Ernest Lavis, dont les manuels d'histoire formèrent de multiples générations de professeurs, d'instituteurs et d'élèves. L'objectif des cours d'histoire infligés aux élèves de l'école laïque obligatoire n'a jamais été l'enseignement de l'histoire, mais la propagation de mythes et de concepts servant à l'avènement de la République maçonnique française. Sans se préoccuper de vérités historiques pour élaborer le contenu de leurs cours, M. Lavis, comme M. Michelet, se servait de la trame historique pour inventer un ancien régime, pouvant servir les intérêts des idéaux talmudo-maçonniques. Dans son livre sur la légende noire du Moyen-Âge, Claire Colomby cite des paroles de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jacques Lang, qui démontrent qu'aujourd'hui encore, l'enseignement de l'histoire ne doit pas forcément correspondre à une réalité objective, mais doit plutôt se focaliser sur la pédagogie. Claire Colomby fait allusion à ce qu'écrivit en 2016 Jacques Lang dans son livre « Pour une révolution scolaire » au sujet des réformes scolaires mises en place sous la présidence de François Hollande. Elle dit, se référant à plusieurs reprises à Jules Ferry, il décrit très bien cet état d'esprit qui préside à toute la République depuis plus d'un siècle désormais. Le centre de gravité de leur formation, aux futurs enseignants, ne doit pas basculer du côté des universités, a fortiori depuis que l'autonomie de ces dernières a été renforcée. Sans quoi, on s'expose à une prise de pouvoir délétère par les universitaires qui n'ont pas comme premier souci, ni pour première compétence, la formation au métier d'enseignant. Puis Claire Colomby nous livre cette observation. Un professeur ne doit pas être un fin connaisseur de sa matière. Un universitaire aurait un effet délétère, c'est-à-dire nuisible, nocif et dommageable sur le métier d'enseignant. Il risquerait d'apprendre quelque chose aux enfants ? La catastrophe, effectivement. Un professeur doit donc avant tout être un bon pédagogue. Mais s'il ne connaît pas sa matière, qu'apprend-il aux élèves ? Il répète comme un perroquet les programmes décidés dans les ministères. Le mot pédagogue, qui nous vient de l'Antiquité grecque, semble ici ramener à son sens premier, esclave, chargé de conduire les enfants de son maître à l'école.
Depuis quelques années, tous les 2-3 ans, on nous change le brevet, ce qui s'appelle le DNB. Donc le brevet, c'est ce que les élèves passent en 3e et c'est ce qui permet d'arriver au lycée. Donc c'est un niveau 14 ans. Donc chaque année, nous sont présentés par l'Éducation nationale ce qu'on appelle le sujet 0. Donc le sujet 0, c'est un sujet type qui nous est présenté pour les professeurs pour voir un peu comment est-ce que ça peut se passer. Et chaque année, le niveau baisse drastiquement. Avant, on avait des questions, il fallait y répondre. Donc maintenant, il y a 2 ans, il y avait des points à relier. Donc par exemple, les élèves doivent apprendre par cœur des dates. Par exemple, le règne de Louis XIV, quand est-ce qu'ont eu lieu les lois scolaires de Jules Ferry, le couronnement de Charlemagne. Et donc là, il y avait les dates d'un côté, les événements de l'autre, et il fallait relier les points. Donc ils ont 14 ans, ils sont pas capables de faire des phrases. Pareil, on a ce qu'on appelle en géographie se repérer dans l'espace. Donc ils en sont quand même toujours au niveau de la France. Donc il y a encore quelques années, on demandait sur une carte de France qui est dessinée de placer la Seine, de placer la Loire, de placer le Jura. Donc déjà je vous rappelle, ils ont 14 ans. Ceux qui ont redoublé ont 15 ans. D'accord ? On leur demande de placer. Alors maintenant c'est au choix. Il y a la carte et place un fleuve de ta connaissance. Place une ville, donc il y a des villes qui sont dessinées, donc vous avez des points, il y a Paris, il y a Marseille, place une ville de ta connaissance. Non mais sans déconner. Je veux dire, il y a encore quelques années, ces repères géographiques, c'était le CM2. Maintenant, c'est des points à relier. Ils ont le choix, c'est sur 2 points. Alors, le sujet qui m'a interpellée cette année, c'est que maintenant, on fait éducation civique et morale, oui. C'est la laïcité et le vivre ensemble. Donc, vous avez une affiche avec la Marianne, avec des questions. Là, la question, elle est quand même croustillante. Moi, je ne saurais même pas quoi répondre. Je ne sais pas si vous avez une idée. Donc, vous êtes chargé de présenter la laïcité à l'école à un correspondant étranger en visite dans votre établissement, en vous aidant des documents et de vos connaissances. Donc déjà la phrase est pas mal, c'est pas avec les documents qu'on présente l'école, c'est on va répondre à la question avec les documents, c'est pas grave. En quelques lignes, comment lui expliquez-vous que la laïcité favorise le vivre ensemble à l'école ? Moi en tant que prof, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait des corrigés ? Parce que la laïcité favorise le vivre ensemble. C'est-à-dire que cette espèce de novlangue insipide, elle est maintenant dans les programmes et on fait réfléchir les élèves. C'est-à-dire qu'on leur demande plus de connaissances, on leur demande à leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent de... Enfin, c'est complètement délirant. Donc la laïcité et le vivre ensemble. En clair, ce qu'il faut pour enseigner les fables écrites par les menteurs qui nous gouvernent, ce sont de bons pédagogues, capables de transmettre sans réfléchir et surtout sans analyser le contenu des programmes scolaires que le ministère de l'Éducation nationale leur ordonne de transmettre, pour empoisonner l'intelligence de nos enfants. C'est la même chose en sciences de la vie, en français, en philosophie, en arts plastiques, en économie, en instruction civique, en éducation sexuelle et en histoire. Finalement, l'idéal pour l'enseignement national serait des enseignants très pédagogues, qui aient le strict minimum de connaissances pour qu'ils ne s'écartent jamais des programmes scolaires, référence absolue du savoir. Ces enseignants seraient un peu à l'image de ces audioguides vivants que l'on rencontre sur certains sites touristiques et à qui on a demandé d'apprendre par cœur un laïus, mais qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour analyser et éventuellement corriger ce qu'on leur a demandé de dire, et encore moins pour répondre aux questions qui sortent du cadre de ce qu'on leur a appris. Démontre aussi dans son ouvrage combien la Renaissance est toujours présentée comme l'aube d'une ère nouvelle. Elle serait comme une rupture entre la nuit et le jour rendue à l'humanité par ces rayons de lumière que furent les artistes, les humanistes et bien sûr aussi les hérétiques tels que Luther, qui commencèrent soi-disant à éveiller les consciences. Jamais la Renaissance n'est présentée pour ce qu'elle est, la continuité d'un cycle de déchéance de la chrétienté, par l'étouffement progressif de ce qu'elle avait de plus moral, la préoccupation du devenir éternel des âmes. Déchéance tangible, on pourrait même dire incarnée par les réalisations politiques ou artistiques des catholiques de la Renaissance. Mais selon la doxa, la Renaissance aurait auguré l'aurore des Lumières, qui chassèrent l'obscurantisme superstitieux qui sévissait depuis si longtemps pour asservir les peuples à l'Église catholique, en les privant de leur capacité à raisonner par eux-mêmes. Les cours de littérature et de philosophie enseignent aujourd'hui aux lycéens
que les écrivains rationalistes autoproclamés philosophes des Lumières apportèrent au monde ce que personne n'avait envisagé avant eux, penser par soi-même, nous dit Claire Colombi. Quant aux penseurs des Lumières, elle nous rappelle qu'ils furent les promoteurs du libéralisme économique, mais cela n'est pas mentionné dans les cours de philosophie et de littérature à destination des lycéens. Ces vérités ne sont pas mentionnées non plus dans les cours d'histoire, vu que dès le départ, l'enseignement de l'histoire dans l'école gratuite, laïque et obligatoire fut orienté idéologiquement, de l'aveu même de ceux qui en décidèrent la teneur. Le docteur Paul Bert, par exemple, l'un des fondateurs de cette monstruosité, dont le but est de formater l'esprit des enfants selon les standards républicains, fut l'auteur de manuels scolaires. Il révéla dans l'introduction du manuel d'instruction civique qu'il avait rédigé toute son hypocrisie et sa duplicité. Ce n'est pas pour charger la mémoire de l'enfant de noms de rois inconnus, de dates de bataille, de récits légendaires, d'anecdotes puériles, que nous avons inscrit l'histoire dans le programme primaire. C'est pour que l'histoire générale lui laisse dans l'esprit une idée du développement de l'humanité à travers les âges. C'est pour que l'histoire de France lui enseigne à travers quelles souffrances, à travers quelles péripéties sanglantes a été constituée la nation, et ont été récemment conquises la liberté civile et la liberté religieuse, et pour qu'il apprenne aussi à honorer ceux qui furent grands, à vénérer ceux qui ont souffert pour le progrès et la vérité, et aussi à haïr le fanatisme et mépriser la tyrannie. Ainsi s'échauffera dans le cœur des petits citoyens l'amour de la patrie et de la liberté. Mépriser la tyrannie, en approuvant la colonisation, l'exercice périlleux n'effraya ni Paul Bert ni Jules Ferry. Ils allaient apporter les Lumières aux sauvages, en les dépouillant en contrepartie de leurs âmes, comme ils le faisaient déjà aux sauvageons de nos provinces, qu'ils dépouillaient de leur langue régionale et de l'âme de leur terroir, pour en faire des patriotes, prêts à se laisser exterminer sous la mitraille, en pensant accomplir leur devoir de citoyens. L'école obligatoire, gratuite et laïque, devait propager les mensonges des Lumières et de la Révolution française. Et comme Claire Colombi le souligne, pour qu'il y ait lumière, il avait fallu qu'il y ait obscurité. Pour que le changement apparaisse comme nécessaire, il avait fallu condamner les abus et les anciennes pratiques. On les tourna en ridicule, on les appela archaïques, et on inventa un passé triste, inefficace, injuste, violent et sombre. Mais en définitive, comme le souligne l'historienne, si la Renaissance fut bien annonciatrice de quelque chose, ce fut du libéralisme économique. Par le relâchement moral des républiques italiennes, pour tout ce qui concernait la gestion de l'argent, et la reviviscence en leur sein de l'usure sous une forme nouvelle, le capitalisme. Sans doute est-ce là ce que les rationalistes, les physiocrates, les protestants primo-testamentaires et les historiens du XIXe siècle appelèrent le progrès. Après tout, la prime d'assurance, la lettre de change, les compagnies, premières multinationales, les banques publiques et la différenciation des coûts de fret bouleversèrent bien plus profondément le monde que la peinture ou la littérature. Toutes ces pratiques commerciales étaient inconnues de l'Europe médiévale, qui tirait de la terre sa richesse. Le langage précis qui permettait aux hommes de construire une pensée cohérente et universelle évolue pour devenir une langue qui ne cesse de s'appauvrir par l'utilisation inadaptée de mots qui définissent, dans le langage courant, des concepts abstraits que chacun interprète à sa guise et utilise à sa manière. C'est particulièrement flagrant dans les textes des chansons infligées aux jeunes générations sur les ondes, ainsi que dans les discours de nos hommes politiques. Si bien que les mots étant de moins en moins précis, l'esprit est gêné pour construire une pensée cohérente. Désormais, l'impression, l'émotion et tout ce qui est du domaine du ressenti priment sur le reste. L'exposition des faits,
l'explication des causalités, l'étude de l'histoire lassent rapidement les esprits. Car ce n'est plus le fond de ce qui est présenté qui prime, mais la forme, qui doit susciter une émotion pour capter l'attention. C'est l'ère de la communication. Quant à la vérité, elle est niée en tant que dogme. Elle n'est pas censée exister. Elle n'est tolérée qu'en tant qu'axiome qui peut être remis en cause. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout n'est plus qu'une question d'appréciation. Alors que, curieusement, dans le même temps, on légifère contre les fake news. Ces informations délibérément fausses délivrées dans le but de manipuler ou de tromper un auditoire. Pourtant, comment définir la fausseté sans la vérité? C'est impossible, car la fausseté est précisément une déformation ou une absence de vérité. Emmanuel Macron va s'attaquer cette année aux diffuseurs de fake news. Durant ses vœux à la presse mercredi soir, le président français a annoncé la préparation d'un projet de loi contre les fausses informations qui se multiplient sur les plateformes Internet, notamment pendant les campagnes électorales. Si nous voulons protéger les démocraties libérales, nous devons savoir être forts et avoir des règles claires. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. Si le président français n'a pas clairement cité les médias de propagande qu'il a dénoncés, ses allusions visaient notamment les plateformes sous influence de la Russie. Emmanuel Macron a aussi rappelé le calendrier explosif de la réforme de l'audiovisuel public français. Après consultation, un projet de loi sera déposé d'ici la fin de l'année. Cette contradiction ne perturbe pas les hommes. Et le monde est construit et avance sur ces bases délirantes. Car les hommes, guidés par leurs impressions, à force de nourrir leur intelligence de concepts et d'abstractions, se sont détachés de la réalité. Il faut dire que le postulat de base enseigné aujourd'hui pour expliquer la vie et l'existence humaine est la théorie de l'évolution des espèces, qui affirme que la totalité des êtres vivants descendrait d'une même cellule qui aurait pris vie, on ne sait ni comment, ni pourquoi, ni exactement quand. Cette conception si abstraite demande tant de concessions à l'intelligence rationnelle qu'elle oblige l'esprit critique à démissionner pour y adhérer. Il doit se convaincre de la supériorité de la « révélation » de chercheurs partisans de cette théorie par une véritable profession de foi. Le processus de démission intellectuelle qui conduit à adhérer aux thèses évolutionnistes sans les confronter aux connaissances de l'Église oblige à renier, sans réfléchir, les dogmes. Pour accepter les axiomes de scientifiques extrémistes, convaincus que leurs thèses sont si vraisemblables qu'elles en deviendraient vraies, sans pouvoir les démontrer d'une manière incontestable. Cette reddition sans concession de l'intelligence est totalement diabolique, car elle procède d'un élan de la volonté de la même nature que celui qui conduit à accepter de recevoir la grâce de la foi. La croyance en la théorie de l'évolution des espèces est en quelque sorte une foi inversée, diabolique, mortelle pour les âmes. Elle les enferme dans une vision matérialiste du monde. Les théories rationalistes de l'évolution sont présentées dans les sociétés matérialistes comme les seules théories véritablement scientifiques. La théorie de l'évolution est la seule explication scientifique permettant de comprendre la diversité actuelle et passée des êtres vivants, mais aussi l'unité du monde vivant, prétend la très reconnue fondation La main à la pâte, organisation ayant pour mission de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement de la science et de la technologie à l'école primaire et au collège, école du socle commun où se joue l'égalité des chances. Cette fondation, créée par décret en 2011, est tournée vers l'accompagnement et le développement professionnel des professeurs enseignant la science. Elle conseille aux instituteurs et aux professeurs de collège comment
et pourquoi enseigner la théorie de l'évolution et les préparer à argumenter, car, ouvrez les guillemets, cette notion, la théorie de l'évolution, fait explicitement partie des programmes scolaires français, à l'école primaire comme dans l'enseignement secondaire. Par exemple, au cycle 3, le programme indique à propos du monde vivant: l'unité du monde vivant est caractérisée par quelques grands traits communs. Sa diversité est illustrée par la mise en évidence de différences conduisant à une première approche des notions de classification, d'espèce et d'évolution. C'est pourquoi on trouvera dans ce dossier des documents pour aider les enseignants à argumenter face à d'éventuelles contestations. Fermez les guillemets. La Fondation rappelle ce qu'est une théorie scientifique, à ne pas confondre avec une théorie sans adjectif. Le sens du mot théorie étant profondément transformé quand on lui adjoint l'adjectif qualificatif scientifique. Le mot théorie n'appartenant plus alors au langage courant. En effet, selon la Fondation, dans le langage usuel, le mot théorie correspond souvent à des faits imparfaitement ou peu étayés, alors que la théorie de l'évolution appartient au langage des sciences et que, comme pour toute théorie scientifique, certains points font l'objet de discussions entre chercheurs, mais cela n'implique pas que la théorie elle-même soit à rejeter. L'argumentation de cette présentation oriente déjà le lecteur pour lui donner un a priori positif sur cette fameuse théorie scientifique en constante évolution, pour reprendre le jeu de mots du prédicateur évolutionniste. Il précise, non sans humour, quand on considère les travaux publiés contestant la datation de l'âge de la Terre ou celui de l'âge de la disparition des dinosaures, datation qui forme véritablement le socle de la théorie de l'évolution, car sans le facteur temps, l'arbre de l'évolution ne peut pas planter ses racines. Qui précise donc, l'analyse des faits, sans en occulter aucun, conduit à l'idée que les êtres vivants ont connu des transformations successives au fil du temps et sont tous apparentés à différents degrés. Elle permet d'expliquer les ressemblances et les différences entre les êtres vivants. Puis on explique aux enseignants de nos enfants que cette théorie appartient au domaine scientifique parce qu'elle, ouvrez les guillemets, ne fait appel à aucun créateur ou force surnaturelle, une condition nécessaire pour qu'une théorie soit scientifique, fermez les guillemets. Avant d'affirmer gratuitement que les opposants à la théorie de l'évolution ne présentent pas des arguments scientifiques, et de développer cette assertion en prétendant que la plupart des oppositions à la théorie de l'évolution ne s'inscrivent pas dans un cadre scientifique, car elles ne respectent pas les principes sur lesquels la science se fonde. En faisant appel à des causes surnaturelles ou à des croyances personnelles pour rendre compte de la diversité du monde vivant, elle s'exclut de fait dès le départ du discours scientifique. Seules des affirmations qui peuvent être soumises à la réfutation par des observations ou des expériences peuvent être considérées comme scientifiques. C'est pourquoi les discours qui s'opposent à la théorie de l'évolution, comme les thèses créationnistes ou celles du dessin intelligent, ne sont pas des théories scientifiques. Mais les preuves de cette théorie de l'évolution des espèces, où sont-elles? Comme l'explique l'auteur du texte de propagande, ouvrez les guillemets, la classification moderne du vivant, ou classification phylogénétique, a pour principe de refléter le plus précisément possible l'évolution des êtres vivants. Le classement d'animaux en classes doit permettre, grâce à une méthode identique à celle utilisée dans les laboratoires de systématique, d'arriver au même résultat. Le niveau de difficulté des observations restera la seule différence évidente entre ce que vont faire les élèves et les recherches actuelles en systématique. Alors que les scientifiques s'intéressent à des arguments anatomiques très fins et vont rechercher dans la structure des biomolécules des preuves concordantes sur les relations de parenté entre taxons, les élèves de l'école primaire sont amenés à classer les animaux sur des caractères communs, facilement observables, tels que la présence de poils, plumes, squelette interne, coquilles, sabots, cornes, crocs.
Les activités de classe proposées privilégient avant tout la rigueur méthodologique de l'argumentation, qui est l'essence même de la science. D'un point de vue didactique, l'approche active du sujet, par une démarche d'investigation, est très différente du simple discours qu'on trouve dans la plupart des manuels. Il s'agit ici de faire des sciences plutôt que d'apprendre un discours scientifique, fermez les guillemets. Ainsi, pour faire admettre aux enfants la théorie de l'évolution, les scientifiques conseillent de se baser sur la systématique. Ce qui est pour le moins surprenant et tout à fait malhonnête, car cela revient un peu à vouloir persuader quelqu'un que deux personnes ont le même père parce qu'elles se ressemblent, ce qui, en soi, n'est pas très scientifique. Au fond, il s'agit juste de faire admettre cette théorie, de l'ancrer dans les esprits, avant même de parler de science. Le paradigme doit être admis comme un dogme intouchable, mais une fois encore, les preuves scientifiques, où sont-elles? La théorie de l'évolution des espèces suppose un scénario qui va à contrario de la continuité de la transmission génomique intergénérationnelle si précise. Et pourtant, si diversifiée pour une même espèce, comme le montre l'anecdote du phalène de bouleau en Angleterre. L'apparition d'un individu au génome assez différent de celui de ses parents pour faire de lui une nouvelle espèce, stricto sensu, suppose en lui une mutation des séquences de l'ADN parental assez conséquente. De plus, si cette réécriture de l'ADN initial donnait naissance à un spécimen d'une nouvelle espèce, il faudrait pour pérenniser cette nouvelle espèce qu'elle soit fertile, et que deux individus d'une nouvelle espèce, mais de sexe complémentaire, apparaissent simultanément, se rencontrent et s'accouplent. Or, quand on pense au nombre d'espèces vivantes, qui en 2011 était estimé à 8,7 millions, dont 7,7 millions d'animaux. Le miracle des sauts génétiques intergénérationnels, assez conséquents pour donner naissance à de nouvelles espèces, devrait être un phénomène assez fréquent, surtout qu'actuellement, sous l'action de l'homme, les conditions environnementales changent, mais les espèces ont hélas plus tendance à disparaître qu'à apparaître. Le journal Le Monde déclarait même en 2017 « La Terre est entrée dans sa 6e extinction de masse. Les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis un siècle, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures. Les faits nous démontrent que les espèces n'apparaissent pas spontanément grâce à des mutations. En revanche, elles peuvent disparaître définitivement. La fausse science des hommes, qui propage le mirage évolutionniste, doit être démasquée. Tout ce que les hommes détruisent ne sera pas remplacé par le hasard, mais pourrait être restauré par Dieu si les hommes s'amendaient et le demandaient à Dieu. Selon les évolutionnistes, les millions d'espèces animales présentes sur la Terre seraient apparues sur une très longue période, qui se chiffrerait en dizaines, voire en centaines de millions d'années, ce qui expliquerait le fait que l'on ne puisse constater l'apparition de nouvelles espèces à l'échelle d'une vie humaine. Pourtant, les évolutionnistes affirment aussi qu'il y a environ 66 millions d'années, de nombreuses espèces animales ont disparu. Les dinosaures firent partie du lot. Selon les évolutionnistes toujours, cette extinction massive permit l'expansion d'autres classes animales jusqu'alors moins présentes, comme les mammifères et les oiseaux. Ce qui va, là aussi, à contrario d'une constante observée dans la nature, c'est qu'une espèce se reproduit et prospère tant que son milieu naturel le lui permet. Aucune raison de muter. En 2010, un consortium international regroupant 80 institutions, soit 200 scientifiques de différentes spécialités, s'est penché pendant 4 ans sur l'évolution spectaculaire des oiseaux, due, paraît-il, à cette fameuse crise du Crétacé. Les laboratoires ont estimé pour cette étude que l'évolution des oiseaux a été si rapide que leur génome n'a pas pu enregistrer toutes les modifications ou différenciations ou spécialisations au cours du temps.
L'enjeu de l'étude était de clarifier le débat sur l'époque où les oiseaux avaient commencé à proliférer et à coloniser leur milieu. Selon les publications du consortium, l'étude de l'échantillon des 48 génomes représentatifs de la classe des oiseaux démontrerait que la diversité des espèces aviaires aurait débuté avec la crise du Crétacé, 60 millions d'années avant notre ère. Le premier constat, c'est que l'arbre établi n'est pas cohérent avec l'histoire de l'évolution telle qu'elle est toujours couramment admise. Le temps semble condensé pour la diversification des espèces aviaires. La séparation des familles se serait bien produite à la fin du Crétacé, mais en peu de temps, en comparaison du référentiel généralement utilisé. Roxane Tchernia illustre cette soudaineté en employant l'image d'un Big Bang de l'évolution aviaire. Plus de 10 000 nouvelles espèces d'oiseaux seraient apparues en moins de 15 000 ans, et elles représenteraient 95% des espèces actuelles. Donc, pour résumer, il y a 66 millions d'années, les dinosaures, qui avaient la suprématie sur le monde animal, en disparaissant, auraient laissé un vide, que la nature aurait comblé, par un soudain foisonnement de mutations donnant naissance à de nouvelles espèces viables, stables et fertiles. Ce qui pose question, car on se rappelle que l'on a constaté que toutes les espèces se reproduisent aussi longtemps qu'elles trouvent des ressources alimentaires et des conditions optimales d'habitat. Leur taux de reproduction est alors tel qu'elles parviennent toujours aux limites de ces ressources. L'absence de compétition trophique, interspécifique ou de prédation ne peut pas expliquer cette soudaine abondance de nouvelles espèces. Pour schématiser, cela reviendrait pratiquement à une nouvelle espèce tous les 2 ans, pendant 15 000 ans, puis pendant 66 millions d'années, pour ainsi dire, plus rien, puisque 95% des espèces d'oiseaux présentes dans nos écosystèmes aujourd'hui seraient apparues, entre guillemets, lors de cette mystérieuse période correspondant à la disparition des dinosaures, ce qui est tout de même étrange. Ainsi, l'étude de la supposée évolution aviaire met en évidence que dépouillée du facteur temps dans ses grandes longueurs, la théorie de l'évolution a de quoi rendre sceptique. Et ce que l'on peut retenir du cas des oiseaux, si l'on en croit les travaux du partenariat international qui impliquait 80 laboratoires différents, c'est que l'immense majorité des espèces aviaires recensées aujourd'hui sont quasiment apparues en même temps et sont toujours présentes 66 millions d'années plus tard, selon le référentiel temps officiel de la Doxa. Une vraie démarche scientifique mettrait en avant ces faits qui suscitent des questions, particulièrement en affirmant ce que l'on pensait du paradigme de l'évolution. Pourtant, les scientifiques, au contraire, se raccrochent non seulement à cette théorie, mais en plus aux datations si longues qu'elles rendent tout possible. Ils font abstraction des détails qui clochent, comme s'il s'agissait des mystères de la foi en l'évolution. Pourtant, des hommes de science devraient garder à l'esprit qu'au départ, la théorie de l'évolution repose sur la taxinomie, qui est une classification somme toute empirique, même si elle résulte de l'étude de l'anatomie comparée, science qui, elle, repose sur des observations réelles et une logique de classification des êtres vivants simple à comprendre et structurée, mais qui n'en demeure pas moins une classification contestable, la meilleure preuve étant le nombre de révisions, de mises à jour ou de nouvelles approches taxinomiques qui voient régulièrement le jour. La taxonomie n'est au départ qu'un principe de classification et un art de décrire et d'étudier le vivant selon une méthodologie. Cette branche de la biologie a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons, entités conceptuelles censées regrouper tous les organismes vivants possédant en commun certains caractères bien définis, afin de les identifier, puis les nommer, et enfin de les classer et de les reconnaître via des clés de détermination dichotomiques, par exemple vertébrés, invertébrés. Elle complète la systématique, qui est la science, qui organise le classement des taxons et leurs relations. Bien sûr, la science de l'anatomie comparée, qui est en quelque sorte la science des lois
de l'organisation du fonctionnement de la biologie animale s'appuie sur le fait que certains organes ont sur l'ensemble de ce fonctionnement une influence prépondérante, d'où la loi de subordination. Les organes d'un animal ne sont pas simplement juxtaposés, mais agissent les uns sur les autres et coopèrent à une action commune par une réaction réciproque. La science de l'anatomie comparée va donc permettre de classer les êtres vivants en fonction de la manière dont s'applique cette loi de subordination chez les différentes espèces. Certains traits d'organisation sont communs chez différentes espèces, et ils appellent à les classer ensemble, tandis que d'autres, au contraire, excluent certaines espèces les unes des autres par incompatibilité physiologique, d'où la loi dite des corrélations organiques. Cette approche scientifique n'en demeure pas moins une simple classification selon des critères définis. Ainsi, aujourd'hui, le système nerveux donne des embranchements. Les organes de la respiration et de la circulation sanguine donnent les classes. Les organes de plus en plus subordonnés donnent successivement les ordres, les familles, les tribus, les genres, les espèces. Certes, il n'en demeure pas moins que cela reste une classification artificielle qui ne démontre aucun lien de parenté. Mais des biologistes eurent l'intuition, et non la preuve formelle, que les taxons regroupaient des organismes qui descendaient d'un ancêtre commun. Cette intuition aboutit à une nouvelle approche de la taxonomie en la transformant en arbre de l'évolution. Il suffisait de se placer sur une échelle temporelle immense pour imaginer qu'en redescendant cet arbre sur des centaines de millions d'années, on puisse regrouper les branches en un tronc unique pour finalement aboutir à un ancêtre commun, le premier être unicellulaire. Mais là où ceux qui se rallient à cette thèse voient une intuition géniale, une forme d'illumination, les catholiques penchent plutôt pour une inspiration démoniaque, car c'est un fait que cette intuition séduisit rapidement tous ceux qui rejetaient le livre de la Genèse, au point qu'ils cherchèrent à étayer cette thèse par le biais de diverses disciplines scientifiques. Karl Marx déclara au sujet du livre de Darwin sur l'origine des espèces par la sélection naturelle qu'il était très important et qu'il lui servait de fondement en sciences naturelles pour l'histoire de la lutte des classes. Le pouvoir fédérateur de cette théorie, qui agissait comme un catalyseur de fausses doctrines, fit d'ailleurs dire au pape Pie XII, dans son encyclique Humani Generis, c'est de ce postulat que se servent les partisans du communisme pour faire triompher et propager leur matérialisme dialectique dans le but d'arracher des âmes toute idée de Dieu. La fiction de cette fameuse évolution faisant rejeter tout ce qui est absolu, constant et immuable, a ouvert la voie à une philosophie nouvelle, aberrante. Il va sans dire que l'extinction des espèces qui a commencé est un châtiment divin. Dieu nous montre qu'une extinction massive ne suscite pas une apparition massive d'espèces nouvelles, mais seulement un appauvrissement de la biodiversité. L'extinction des espèces est le châtiment qui accompagne le paradigme de l'évolution des espèces.
conditionnement mental des enfants constitue pour les ennemis de l'Église une sécurité lui permettant d'éviter toute remise en question du système social qu'ils ont mis en place. Peu d'hommes trouvent en effet le courage de se dresser contre l'autorité quand elle adopte une attitude manifestement injuste, surtout quand ils sont coupés de la grâce et privés du sacrement de confirmation qui confère les dons du Saint-Esprit. Ces dons sont indispensables pour se comporter comme un soldat du Christ, notamment le don de force, qui renferme et est courageux dans l'adversité, mais confère aussi la vertu de magnanimité qui pousse les catholiques à concevoir de grandes choses et celle de munificence qui leur donne la volonté de trouver les moyens et de les mettre en œuvre pour accomplir ces grandes choses. D'où l'intérêt pour le diable de se servir des révolutionnaires pour interdire ou détruire les sacrements, conjointement à son action sur le conditionnement des intelligences. Saint Vincent Ferrier pressentait qu'au moment voulu, l'Antéchrist déploierait de gros efforts pour empêcher les catholiques de recevoir le sacrement de confirmation qui affermit le chrétien dans la foi et en fait un vrai soldat du Christ. Or, c'est quasiment chose faite aujourd'hui, car il reste très peu de véritables évêques et sans évêques, pas de sacrement de confirmation. Cette situation dramatique prive les baptisés des sacrements indispensables à l'affermissement de la foi. Or, sans une foi solide, la charité des chrétiens refroidit, car ils acceptent, contribuent et participent à l'iniquité comme le font les libéraux et les modernistes écuménistes, rappelant par leur attitude ce verset de l'Évangile selon saint Matthieu. Et parce que l'iniquité aura abondé, la charité de plusieurs se refroidira. Le démon utilise le conformisme des hommes, et la tiédeur installe indubitablement les catholiques dans un conformisme confortable, qui leur permet de plonger et de nager dans les eaux sales de cette société diabolique, qui leur inocule les germes de sa démence dès le plus jeune âge, particulièrement par l'éducation, nous l'avons vu. C'est une arme très utile aux démons, car naturellement, peu d'hommes osent s'opposer à l'esprit dominant en disant la vérité. Ils ont besoin de la grâce surnaturelle pour se dresser contre l'erreur et défendre la vérité. L'homme est un être sociable, et il adopte des comportements adaptés à la vie en société. Naturellement, il se conforme aux us et coutumes de ses semblables, pour être accepté des autres et intégré à la société. La mode vestimentaire reflète bien cette caractéristique humaine. Le conformisme peut aller très loin. Des sociologues, comme Solomon Axe, ont fait des expériences mettant en évidence que 2 personnes sur 3 sont prêtes à donner des réponses aberrantes à des questions simples afin de répondre comme les autres quand ils sont immergés dans un groupe unanime. Parce que le sujet de l'expérience ne veut pas subir l'opposition au groupe. Il préfère alors taire la vérité pour garder un confort dans ses relations avec son entourage. Mais les expériences des sociologues montrent qu'en revanche, si une autre personne, une seule, donne la bonne réponse, la plupart des sujets étudiés trouvent alors le courage de donner eux aussi la bonne réponse. On comprend donc la nécessité pour les révolutionnaires de formater l'intelligence des enfants. Ils doivent tous recevoir la même éducation, le même message, car la multitude ne remettra pas en cause le conditionnement qui vient de l'autorité. Elle l'acceptera, l'intégrera et le concevra comme norme de référence. Le conditionnement des jeunes esprits est nécessaire à l'engrenage qui va conditionner toute la société. Car par le simple fait que la majorité ait adopté pour norme une façon de penser, une forte pression sociale s'exerce immédiatement sur la minorité, sans même qu'elle ait besoin d'être formalisée par des menaces ou une demande de se conformer à la norme. Nous ne l'avons que trop constaté avec l'accueil favorable du port des masques magiques qui arrêtent les virus, l'approbation d'autorisations gouvernementales de sortie de son domicile, l'acceptation de frontières infranchissables dans un rayon de 1 km de son domicile, l'acceptation du concept de pandémie non létale,
L'acceptation de s'injecter des doses d'on ne sait trop quoi expérimentales qui n'empêchent pas de contracter la maladie, dont elles sont supposées nous protéger, etc. En 1967, aux États-Unis, le professeur d'histoire Ron Jones eut l'idée de créer une situation traumatisante pour ses élèves afin de leur faire comprendre comment les citoyens allemands avaient pu laisser agir le parti nazi sans réagir. Il fonda au sein du lycée un mouvement qu'il nomma la Troisième Vague. L'idéologie de ce mouvement célébrait la discipline et l'esprit de corps, et considérait la démocratie comme un régime à combattre, parce qu'en laissant trop de place à l'individu, elle nuisait à la communauté. Le slogan du mouvement était « La force grâce à la discipline, la force grâce à la communauté, la force grâce à l'action, la force grâce à l'esprit de fierté ». Le professeur dut mettre fin à l'expérience au bout d'une semaine, tant l'ambiance du lycée était affectée par son exercice. Les délations abondaient, les menaces et un climat de peur s'étaient installés. Certains élèves avaient déjà mis en place une police secrète. Le démon, qui connaît très bien la nature humaine, sait tirer profit du comportement grégaire des hommes. Le plan d'éducation révolutionnaire diabolique, inspiré à Lepelletier de Saint-Fargeau, montre comment le démon sait utiliser le conformisme humain pour détruire la société catholique et construire autre chose sur ses ruines. En effet, que visait ce plan, si ce n'est la création d'une nouvelle norme sociale, insufflée d'abord artificiellement par la contrainte, pour qu'elle s'impose ensuite avec le temps, en raison précisément du suivisme moutonnier des hommes. D'ailleurs, les séides du diable savent qu'ils doivent éliminer les voix qui se dressent contre leurs mensonges. Adam Weishaupt affirmait « Il faut surtout combattre les fortes personnalités qui sont le plus grand des dangers. Si elles font preuve d'un esprit créatif, elles ont plus d'impact que des millions d'hommes laissés dans l'ignorance. » Et en 1897, le grand maître de la loge B'nai B'rith déclara que « Rien ne serait plus erroné et nocif pour le bien de notre peuple que d'attendre l'élimination de notre ennemi avant qu'il n'ait été reconnu, qu'il soit célèbre, et que ses paroles puissent influencer la jeunesse chez nos ennemis. Quand nous voyons le plus infime signe de résistance à notre puissance, nous devons le détruire avant qu'il ne devienne dangereux pour notre peuple. Il s'agit donc pour le démon et ses troupes de tuer dans l'œuf les intelligences. La révolution devait transformer le contrat social initial, garant du bon fonctionnement de la société, par des amendements révolutionnaires et de nouvelles lois, ne reconnaissant plus ni la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ni son pouvoir législatif et judiciaire, afin que les citoyens français devinssent des citoyens de Babylone. Comment est-ce qu'on fait, madame, pour évoluer dans un établissement scolaire dont on sait qu'il est de plus en plus gangréné par au minimum une manipulation intellectuelle de la jeunesse, parce que c'est clairement le cas. Oui. Je fais ce que je peux vis-à-vis de la direction parfois. Je vais voir la directrice et j'essaie de lui parler de choses que je trouve aberrantes, honteuses ou affreuses même, carrément affreuses. Sinon, eh bien, on s'épanouit ailleurs. Donc maintenant, j'enseigne dans un autre collège, hors contrat, où je me sens enfin dans mon élément. Donc je me ressource là-bas. Et ensuite, je viens faire mes cours dans un établissement sous contrat, où je fais mes cours avec mes élèves. J'aime mon métier, j'aime mes élèves, ça se passe très bien. Mais voilà, je fuis la salle des profs. Et pourtant, parmi la cinquantaine de professeurs, peut-être 30 ont quand même l'esprit bien tourné. Je pense que plus de la majorité a l'esprit bien tourné, mais n'ose rien dire. Un fait est particulièrement saillant dans le plan de Lepelletier de Saint-Fargeau. C'est que le développement de l'intellect n'est envisagé que dans l'optique de former les esprits à une nouvelle forme de moralité pour les contrôler. Pas question d'enseigner les sciences ou les arts. Pas question non plus
d'épanouissement ou de développement des capacités de raisonnement. Non. Il faut avant tout former les mœurs et la manière de penser. L'éducation doit se concentrer sur les grands principes à inculquer aux générations futures, car selon l'idéologue de la Révolution, sans l'éducation nationale, il vous faut aussi renoncer à former ce que j'appelle les mœurs de l'enfant, qui bientôt, par ce plan, vont devenir les mœurs nationales. La Révolution entend restreindre l'éducation aux seules connaissances nécessaires aux fins de la Révolution. Saint-Fargeau recommandait que les petits Français apprissent seulement à lire, à écrire, à compter, et qu'ils acquièrent quelques notions d'économie domestique et rurale. Et l'idéologue rejoignait ses frères régicides Robespierre et David dans l'idée que la République tirerait aussi profit de ce que fussent enseignés aux enfants des récits des peuples libres et de la Révolution française. Dès le début de la Révolution, l'idée majeure au sujet de l'éducation était de créer les conditions favorables à ce que les enfants non seulement n'acquissent plus les connaissances nécessaires à la compréhension de la vérité et de la logique, mais que de surcroît, ils devinssent inaptes à les appréhender. Or, comment rendre les enfants inaptes à appréhender les connaissances alors qu'ils portent en eux le potentiel nécessaire pour apprendre, qui ne demande qu'à être développé, et que leurs parents les confient aux enseignants pour qu'ils les aident justement à développer ce potentiel et qu'ils leur transmettent leur savoir? La réponse est simple et froide, en utilisant des méthodes pédagogiques ineptes, pour ne pas dire insanes. Car tel est le paradoxe des nouvelles méthodes pédagogiques. Elles furent inventées pour compliquer jusqu'à rendre impossible l'apprentissage, quand la pédagogie regroupait jusqu'alors les différentes méthodes permettant la transition efficace du savoir. Bien sûr, il fallut du temps, et beaucoup de malice pour réussir cette entreprise. Mais une fois que le clergé, dont l'une des vocations est d'instruire et de former les intelligences à aimer et comprendre la vérité, fut évincé de l'éducation au début du XXe siècle, il fallut peu de temps pour voir naître le plan d'éducation écrit par les malfaisants Langevin et Wallon en 1936. Balayé par la guerre, puis remise sur la table en 1947 et jamais validée par une instance d'élus, cette œuvre diabolique réussit tout de même insidieusement à être mise en application dès la fin des années 40 par le biais des militants communistes largement présents au sein de l'éducation nationale et qui, grâce aux syndicats d'enseignants, devenaient des interlocuteurs de premier plan pour collaborer aux réformes pédagogiques. Une fois le processus d'analphabétisation enclenché par la mise en pratique de ce plan d'éducation délirant, les dégâts ne tardèrent pas à être perceptibles, et par un processus totalement absurde, dès les années 50, les difficultés scolaires que rencontrèrent les élèves confrontés à ces nouveautés servirent de prétexte pour passer à la vitesse supérieure dans les réformes destructrices de l'intelligence au lieu de les stopper. Les vraies causes de ces difficultés s'effaçaient devant l'affirmation perfide et délirante que les connaissances et la formation intellectuelle antérieurement exigées étaient bien trop difficiles pour les élèves. Évidemment, on se gardait bien de dévoiler qu'ils avaient subi un sabotage en règle de leur potentiel par l'utilisation de méthodes pédagogiques favorisant le nivellement par le bas. Ainsi, pour améliorer l'instruction des élèves, il fallait réduire le niveau d'exigence, voire mettre à plat tout le système. Pour caricaturer les faits, selon ce principe, pour qu'un élève connaisse ses tables de multiplication, il suffirait de limiter l'apprentissage de ces tables à la table de 1. Ou pour lutter contre la dysorthographie, de réformer l'orthographe. Dans un autre registre, pour lutter contre le crime d'infanticide, on légaliserait l'avortement. Pour lutter contre le crime de sodomie, on la légaliserait. Pour lutter contre la pédophilie, on donnerait aux enfants un droit à la sexualité, etc. Ainsi, l'ancien système éducatif était soi-disant dépassé, ayant, paraît-il, prouvé son inefficacité. Mais les pédagogies nouvelles allaient révolutionner l'apprentissage. Ce fut le cas en effet, mais pas dans le bon sens. Dès le début des années 50, la généralisation des méthodes globales de lecture commencèrent à empêcher le développement de l'intelligence chez les enfants
en s'appuyant sur la mémoire, au lieu de la logique, afin de figer les cerveaux des enfants dans une démarche de compréhension globale intellectuellement peu exigeante, mais restrictive au niveau du développement cérébral. Ces méthodes favorisent effectivement une compréhension intuitive, qui génère une tolérance pour le flou artistique. Comprendre sans savoir comment, apprendre sans comprendre, connaître sans savoir, induit chez la plupart des individus des carences dans le discernement de la réalité assez conséquentes, carences pourtant acceptées et favorisées par le système scolaire pervers. Elles autorisent une marge d'erreur du raisonnement qui permet à tous les concepts et les idéaux les plus stupides de prendre racine dans les esprits conditionnés. Cette méthode globale remonte aux Lumières. Sa source inspiratrice se trouve dans les considérations purement théoriques de Rousseau sur l'éducation. On part du principe que l'enfant, n'étant pas encore apte à assembler des lettres et des syllabes, il ne faut pas l'épuiser à apprendre à le faire et éviter de l'aider à développer cette faculté qui procède du raisonnement. On préconise plutôt d'exercer sa mémoire, comme pour le langage verbal. Raisonnement sur du court terme, qui, s'il accélère le processus global d'apprentissage, reste imprécis, la connaissance basée sur la mémoire étant moins fiable que la connaissance basée sur un raisonnement logique parfaitement assimilé. Ces méthodes pédagogiques peuvent aider au démarrage de l'apprentissage de la lecture par leur aspect ludique, mais leur utilisation systématique et exclusive s'avère plus néfaste qu'utile chez l'enfant, en suppliant au développement d'une capacité de raisonnement salutaire. Si elles peuvent servir d'amorce, ces méthodes doivent être consolidées par les méthodes traditionnelles d'abécédaire qui développent la capacité d'analyse et de raisonnement et qui ancrent les intelligences dans le réel. Hélas, l'objectif de leur utilisation fut précisément d'étouffer ce développement chez les futurs citoyens, afin de pouvoir plus tard les faire réagir et les contrôler en agissant sur l'affectif et l'irrationnel. Dès la fin des années 50, il fallut gérer les dégâts causés par l'usage systématique de ces méthodes. La dégradation du niveau de l'éducation allait à l'encontre de la volonté des citoyens de donner à leurs enfants un meilleur niveau d'instruction que celui qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Pour les contraindre à subir cette baisse générale, il fallut donc d'une part camoufler la réduction des exigences scolaires induite par les dégâts causés sur les capacités d'apprentissage des enfants suite au déploiement des nouvelles méthodes de pédagogie, et d'autre part organiser la généralisation du nivellement par le bas dans tous les établissements scolaires afin d'éviter que les parents ne puissent soustraire leurs enfants à ce sabotage en changeant leurs enfants d'établissement. Par la loi Debré de 1959, l'État réussit moyennant subvention à assujettir les établissements privés à un cahier des charges aussi désastreux que celui des établissements publics. Même programme, même manuel scolaire, même type d'enseignants formés aux mêmes méthodes pédagogiques, neutralisant ainsi l'impact que ces établissements, encore nombreux, pouvaient avoir sur l'ensemble du système d'enseignement. Les parents bientôt ne pourraient plus trouver de différence fondamentale entre privé et public. C'était devenu blanc-bonnet et bonnet blanc. L'instauration de la carte scolaire en 1963, obligeant les parents à scolariser leurs enfants dans l'établissement le plus proche de leur domicile, neutralisa ensuite la concurrence qui pouvait exister entre établissements publics et qui favorisait chez les chefs d'établissement une volonté d'excellence pour attirer des élèves. Elle contribua un peu plus à la baisse du niveau de l'enseignement. Mais les dégâts étaient encore masqués par l'impression contraire d'une amélioration du niveau général d'instruction que laissait supposer l'allongement de la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. 20 ans après que le sabotage de la pédagogie ait débuté et que les calamiteuses nouvelles méthodes fussent généralisées, les événements de 1968 précipitèrent un peu plus la chute de l'institution scolaire par la remise en cause de l'autorité, pourtant indispensable, des enseignants, sous l'effet de théories faisant abstraction de toute réalité factuelle qui considéraient la notion d'autorité comme un archaïsme. Il était devenu interdit d'interdire,
les sanctions, l'exigence de travail, le port d'une tenue convenable, tout ce qui pouvait contraindre devenait liberticide. La sélection devenait discriminatoire, car contraire à l'idéologie égalitaire en vogue. Enfin, l'importance accordée à l'orthographe, à la syntaxe, au savoir-vivre, à la discipline, furent perçus comme des vestiges de conventions bourgeoises surannées, auxquelles il était recommandé de renoncer. L'acceptation de ces délires contribua largement à la destruction de ce qu'il restait de bon dans le système éducatif, qui ne devait plus favoriser le développement intellectuel des élèves, mais au contraire le freiner. Vous êtes donc directeur d'un établissement scolaire, oui. D'enseignement catholique sous contrat. Lorsque nous avons pris contact avec vous au téléphone, vous nous avez dit très clairement l'appel est une mafia. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis qu'il y a dans l'organisation de l'association des parents d'élèves telle qu'elle est gérée actuellement une mainmise d'un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout l'intention de lâcher le pouvoir et qui sont à la solde à la fois du secrétariat général de l'enseignement catholique et du ministère de l'Éducation nationale. Et j'en veux pour preuve que les dernières élections qui ont eu lieu pour cette organisation ont été des élections parfaitement obscures. On ne sait pas qui vote, on ne sait pas combien de gens sont habilités à voter. Et ce qu'on sait par contre, c'est que les gens qui déposent des motions qui vont plutôt dans le sens d'une reconnaissance d'une catholicité des établissements, ceux-là sont systématiquement éliminés. Vous voulez dire que à la tête de l'enseignement catholique, c'est une mafia? Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a à la tête de l'enseignement catholique, en tout cas, une organisation qui est très bien huilée pour faire en sorte d'éviter toutes les têtes qui peuvent dépasser. Ça, c'est absolument certain. Alors, les têtes qui peuvent dépasser, c'est quoi? C'est toutes les têtes qui s'opposent, par exemple, aux programmes qui sont mis en place? Aux programmes qui sont mis en place et même à ce qui pourrait apparaître comme légitime dans l'usage du caractère propre de l'enseignement catholique. C'est-à-dire qu'on veut bien éventuellement tolérer qu'il y ait une aumônerie ou des choses comme ça dans les établissements d'enseignement catholique, mais si ça va au-delà de ça, là, on n'est plus du tout d'accord. Et je peux vous donner un exemple que je connais un petit peu, c'est le fait que, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, essayer de regarder un peu comment cette doctrine sociale de l'Église peut s'appliquer dans l'enseignement catholique, c'est complètement dérisoire. On a dépouillé les chefs d'établissement de leur possibilité de recruter leur personnel enseignant, on a dépouillé les chefs d'établissement, même dans certains cas, dans certains diocèses, il n'y a plus la possibilité pour un président de GEC, par exemple, de payer lui-même son chef d'établissement. Donc c'est l'enseignement catholique qui s'occupe de tout. Et donc effectivement, on peut dire qu'il s'agit d'une mafia. Je le redis. Donc, cela explique, selon vous, les raisons pour lesquelles on trouve dans l'enseignement catholique sous contrat l'étude de livres clairement pornographiques où toute la sexualité la plus débridée est étudiée. Mais bien sûr, parce que à partir du moment où la norme devient l'enseignement public, il n'y a plus aucun frein. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très simple, le livre qui s'appelle « 1000 ventres », qui a été prix Goncourt des lycéens il y a quelques années, et dans lequel il y a une scène ouvertement de zoophilie. Ce bouquin est dans peut-être 70% des CDI de lycée, parce qu'il est le Goncourt des lycéens, et que donc on ne peut pas censurer. Le démon a une parfaite connaissance de la nature humaine. Il sait que l'homme apprend par imitation et que sa nature blessée en fait un être extrêmement concupiscent. Le visionnage d'une scène érotique ou pornographique marque son esprit et suscite en lui une envie qu'il n'avait pas auparavant. Les démons utilisent ces images visionnées et ils peuvent s'en servir
comme d'un support solide pour tenter le spectateur impudique, parfois jusqu'à la fin de sa vie, en les lui remémorant, afin d'exciter son imagination et attiser sa concupiscence. La banalisation de la pornographie, sa gratuité et sa facilité d'accès contribuent donc largement à empêcher les hommes de s'élever spirituellement et de s'approcher de Dieu. La propagation de ce poison a popularisé tous les comportements déviants et contre nature. L'exception, l'anomalie, la perversion sont devenues normes. Par la diffusion de la pornographie, les tentateurs réussissent à obséder l'esprit des hommes et à les pousser à reproduire ce qu'ils ont vu. Ainsi, le visionnage d'images obscènes peut avilir l'homme en le poussant à s'adonner à un vice contre nature auquel il n'aurait jamais pensé si le démon ne s'était pas débrouillé pour lui mettre sous les yeux la représentation de cette transgression. Et c'est là toute l'horreur de notre société, où la chair et le péché de chair sont étalés à l'envi. L'érotisme occupe un si grand espace dans le monde audiovisuel qu'il est pratiquement impossible de s'affranchir de la délectation que produisent la concupiscence des yeux et la tentation de la chair. Mais les catholiques doivent se rassurer, car la lutte n'est pas impossible, et sans le consentement de la volonté, la délectation combattue n'est pas pécamineuse. Saint Grégoire le Grand, pape, docteur et père de l'Église, enseignait qu'en effet, si le démon suggère un péché à l'intelligence et qu'il ne s'ensuive aucune délectation, alors il n'y a pas eu de péché. Mais quand la chair commence à s'en délecter, alors le péché commence à sourdre. Mais si elle y consent délibérément, alors on doit tenir le péché pour accompli. La source du péché est donc dans la suggestion. La croissance du péché se fait par délectation, et le péché s'avère dans le consentement. Il arrive souvent que le mal semé par le démon dans la pensée, la chair l'attire vers la délectation, à laquelle l'âme cependant ne consent pas. Et quoique la chair ne puisse pas se délecter sans l'accord de l'esprit, cependant l'esprit, qui lutte contre le plaisir de la chair, est, d'une certaine mesure, assujetti contre son gré au plaisir de la chair, de telle sorte qu'il s'y oppose de toute sa raison, de peur d'y céder. Et cependant, le fait d'y être soumis avec délice le fait gémir de douleur à cause de son lien. Or, les légions impures d'Asmodée font du monde une gigantesque orgie, où la pornographie est reine. Adorée par ses sujets, elle exerce sur eux une fascination et une pression malsaine qui les pousse à s'avilir avec la bénédiction des législateurs humains qui protègent et encouragent les comportements déviants. Aujourd'hui, à l'école, on explique aux enfants qu'en matière sexuelle, tout est permis, si l'on agit prudemment. Et les enfants doivent être soumis à la très mal nommée éducation sexuelle, car en réalité, il s'agit d'une initiation qui révèle aux enfants innocents, qui y avaient encore échappé, le panel de toutes les déviances existantes en matière de relations charnelles. Cette initiation cherche à provoquer un éveil des sens, qui trouble leur cœur en les soumettant à la délectation, dernier stade de la tentation avant le consentement de la volonté et le passage à l'acte pécamineux, qui peut être une simple acceptation de la délectation que procure une mauvaise pensée entretenue pour le plaisir qu'elle procure. Oui, véritablement, cette initiation est faite pour susciter la curiosité malsaine et l'envie, afin de pervertir les âmes des enfants, parce que pour être pleinement efficace et accélérer le mouvement, il fallait vulgariser toutes les pratiques sexuelles déviantes à la source, c'est-à-dire chez les jeunes enfants, pour être sûr d'en faire de futurs adultes pervers. À la fin de la pièce, les élèves de 4e ont vu les acteurs nus sur scène. C'est le Goncourt des lycéens il y a quelques années qui s'appelait 1000 ventres et dans lequel il y a une scène ouverte de zoophilie. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans,
ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Ces jeunes-là n'ont pas moyen de faire objection de conscience. Ils n'ont pas moyen de dire « Attendez, là, ça viole ma conscience ». Souiller l'innocence des petits-enfants fait partie des sacrifices qui sont agréables aux démons. Comme tous les actes contre nature, tant ces transgressions sont abominables aux yeux de Dieu et attirent sa malédiction sur leurs auteurs, sur leurs complices et dans une plus large mesure sur le monde. L'accomplissement de tels crimes contente en un certain sens Asmodée. En échange de ces transgressions, il peut, si Dieu le permet, accepter d'accéder aux demandes de ses adorateurs en ordonnant à des démons inférieurs d'aider ses suppôts dans leurs œuvres mauvaises. Saint Jean Cassien dit en effet « Les esprits impurs obéissent aux hommes de deux manières. Ou ils sont assujettis par la grâce et la vertu divine au pouvoir des saints, ou ils sont attirés par les sacrifices et les évocations des impies qu'ils servent alors comme des amis. » C'est cette croyance qui trompait les pharisiens lorsqu'ils accusaient notre Seigneur de commander aux démons. C'est au nom de Belzébub, prince des démons, disent-ils, qu'ils chassent les démons, s'imaginant que le Sauveur employait les mêmes moyens que les magiciens qui invoquent le nom du démon et lui font des sacrifices agréables afin d'obtenir un certain pouvoir sur les démons inférieurs qui lui sont soumis. On constate d'ailleurs que les organisations occultes, telles que la franc-maçonnerie, apparaissent souvent en trame de fond dans les affaires de pédophilie, ainsi que la secte moderniste post-conciliaire. Or, quoi d'étonnant, puisque ces hommes, en se détachant de la vérité, choisissent pour guide Satan, et qu'en se soumettant à son autorité, ils acceptent que Belzébuth les aveugle, et qu'Asmodée et Mammon les guident. Ces insensés choisissent de s'en prendre opiniâtrement à la vérité révélée et l'attaquent avec une grande mauvaise foi, ce qui constitue un péché contre le Saint-Esprit. Or, saint Paul, au début de son épître aux Romains, a signalé que ce type de péché entraîne une déchéance morale certaine, et que ceux qui le commettent en viennent à corrompre leur corps par des péchés contre nature qui crient vers le ciel, selon un processus de dégénérescence qui pousse le pécheur à commettre des transgressions de plus en plus graves. Ainsi, quand elle éclate au grand jour, leur ruine morale porte témoignage de la grande perversion de ces êtres, afin qu'ils ne séduisent pas, par leurs paroles pleines de malice, les membres du corps mystique. En effet, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive. Car ce qui peut se connaître de Dieu, Dieu le leur a manifesté. En effet, ses perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Aussi, Dieu les a-t-il livrés, au milieu des convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur, lequel est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la nature, ont dans leur désir brûlé les uns pour les autres, ayant, homme avec homme, un commerce infâme, et recevant dans une mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens pervers, pour faire ce qui ne convient pas
étant rempli de toute espèce d'iniquité, de malice, de fornication, de cupidité, de méchanceté, plein d'envie, de pensées homicides, de querelles, de fraude, de malignité, semeur de faux bruits, calomniateur, haï de Dieu, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, implacables, sans affection, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. L'organisation maçonnique a mérité le nom de synagogue de Satan, tant sa corruption morale est grande. Certains auteurs qui l'ont étudiée en profondeur ont révélé que les grades les plus hauts de cette secte démoniaque pratiquent le culte de Lucifer, et s'adonnent à la magie noire d'inspiration kabbalistique. Monseigneur Léon Meurin, par exemple, n'hésitez pas à écrire à la fin du XIXe « Cherchons et nous trouverons dans l'histoire la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, l'ordre déchu des Templiers. Dans les deux ensembles, la synagogue kabbalistique. Dans les trois ensembles, les anciens mystères païens. Et enfin, dans le tout, Satan lui-même. » Charles Nicoulot, dans un livre préfacé par Monseigneur Join, décrit les rites initiatiques des hauts grades hérités des cultes idolatriques à mystère de l'Antiquité et qui recèlent des pratiques sexuelles dégradantes, orgiaques, mêlant des adolescents à ces usages dégoûtants. Le fait est que les francs-maçons se couvrent entre eux. Souvent, pour protéger des frères en difficulté, les fils de la veuve en poste dans les institutions policières et judiciaires sont appelés à saboter des enquêtes, fuites, erreurs de procédure, disparition de preuves, freins administratifs, complaisance ou même falsification. Souvent, il ne s'agit que d'affaires financières, d'escroqueries ou de délits d'initiés, comme en révèlent les auteurs des Frères Invisibles. Mais d'autres fois, il s'agit d'affaires beaucoup plus sensibles, pour ne pas dire explosives, comme dans les cas de réseaux pédophiles. Car si les citoyens ferment assez facilement les yeux sur les détournements d'argent et les magouilles de leurs dirigeants, du moment qu'ils peuvent continuer à s'abrutir devant un écran, consommer et avoir le ventre plein, en revanche, lorsque leurs enfants commencent à être enlevés, violés et tués, et que les soupçons se portent sur les « élites », les citoyens sont tirés de leur torpeur. Là, ils ne sont plus d'accord pour laisser faire, comme le montra la Marche Blanche en Belgique. Les médias de masse sont alors très utiles pour contenir la vindicte populaire en assénant à la population en colère une information sous contrôle, qui limite la réaction par la diffusion ad nauseam de mensonges rassurants. Les parents révoltés doivent comprendre qu'il n'existe pas de crime rituel, encore moins de réseau, et qu'aucune personne en vue n'est impliquée dans ces affaires atroces. Ces actes sont toujours l'œuvre de sociopathes isolés. Les fils de la veuve savent depuis longtemps que l'hostilité du peuple contre les pédophiles ne peut être vaincue que d'une manière, et ils doivent agir en amont, en légiférant pour faire disparaître le crime de pédophilie et rendre toute la société complice de cette transgression abominable. La première étape pour parvenir à mettre en place cette monstruosité fut, sous couvert de prévention, d'initier les enfants à la sexualité dans tout ce qu'elle a de plus cru, par le biais de la très nocive et très obligatoire éducation nationale maçonnique, qui aujourd'hui présente aux enfants le panel des pratiques homosexuelles et hétérosexuelles. Il faut souligner que cette intrusion obscène des préoccupations d'adultes impudiques s'avère souvent très traumatisante chez les enfants, qui ne sont pas prêts à subir cette intrusion maléfique dans leur univers innocent. Des scientifiques, comme le docteur Maurice Berger, ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme, sans comprendre pourtant que cette initiation n'est qu'une étape, qui permettra d'affirmer sous peu que les enfants, notamment par Internet, en connaissent autant que les adultes en la matière, qu'ils ont une vie et des besoins sexuels, et qu'il n'est pas normal, au nom d'une morale rétrograde, qu'on puisse les priver de cette liberté
d'avoir des rapports consentis avec des adultes. Car c'est ce qui est en jeu. Pour faire disparaître le crime de pédophilie, il suffit de légiférer pour dire que ce crime n'existe plus. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. C'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent changer de paradigme, c'est-à-dire parler aux enfants dès petits d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Pourquoi ne pas laisser la sexualité dans le domaine de l'intime, car c'est le domaine de l'intimité par excellence? Les enfants n'auraient-ils pas de pudeur? Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une place de séducteur initiateur? Et il est évident qu'en introduisant précocement des informations techniques, on risque de séparer la sexualité de la vie affective. Mais c'est quand même, ce sont des images, ce sont des mots qui sont assez crus quand même. Il faut voir les manuels, il faut voir ce qu'on leur dit, qui font effraction, finalement, nous on appelle ça en psychologie, effraction dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire que c'est comme, j'ose dire, c'est comme un viol. Vous voyez, c'est un viol de l'esprit, c'est un viol de la conscience, parce qu'on peut parler de conscience aussi. C'est parce que ces questions-là sont normalement de l'ordre de l'intimité de la personne. Et les jeunes, les adolescents ont besoin, pour se construire, de garder une part intime. C'est très important. C'est un peu leur jardin secret, c'est un peu leur intimité. Alors quand des adultes, où normalement ils ont confiance dans l'adulte, c'est naturel, ils ont confiance dans l'adulte, à ce moment-là, se mettent à parler avec des mots crus, se mettent à leur montrer des images qui les traumatisent, qui les choquent, l'adolescent n'a plus confiance en l'adulte. Il se dit, cet adulte qui est normalement le rempart pour me protéger, eh bien d'un seul coup, c'est lui qui va me soumettre à du stress, c'est lui qui va me soumettre à un traumatisme, c'est lui qui va me soumettre à des images qui sont violentes, donc je ne peux plus avoir confiance. Alors, ce qui se passe, c'est que certains adolescents n'ont plus confiance en l'adulte, vont perdre confiance en leurs parents, perdre confiance donc en tous les adultes. Alors, une des conséquences, c'est qu'à partir du moment où on traite le jeune comme un corps, tu n'es qu'un corps. C'est ça le message que lui envoient ses professeurs ou les intervenants extérieurs. C'est tu n'es qu'un corps et on te prend pour un corps. Ainsi, quand par le biais d'affaires médiatisées, impliquant des relations entre adultes et enfants consentants, comme un célèbre président et son professeur, de films qui feront le buzz, de témoignages poignants autour d'amours impossibles, dus à la perception rétrograde des contemporains de ces couples maudits, les mentalités ébranlées seront prêtes à accepter cette dernière infamie. Quand la majorité sera prête, le moment de légiférer sera arrivé. Pour l'instant, ils attendent patiemment, fantasmant sur les droits sexuels des enfants, afin d'autoriser légalement des rapports entre guillemets consentis entre mineurs préadolescents et adultes, d'une part pour protéger les pervers, d'autre part pour interdire aux parents
d'attaquer les prédateurs sexuels qui s'en seraient pris à leurs enfants, mais aussi, sans aucun doute, pour faciliter certaines pratiques rituelles du satanisme basées sur la pratique d'actes impurs avec des enfants. En France aujourd'hui, dans les faits, c'est déjà pratiquement comme si ces lois avaient été adoptées, puisque les peines sont beaucoup plus légères si la petite victime est déclarée consentante, parce que tétanisée, elle n'a pas réussi à opposer de résistance à son agresseur. Cette requalification permet sinon de couvrir, au moins de limiter, les conséquences de certains dérapages incontrôlés de soldats de Satan. Malheureusement, ces histoires de consentement infantile et d'initiation à la luxure des tout-petits, dès leur entrée dans l'école, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et cette partie visible, qui se donne crânement des airs de respectabilité, derrière le prisme d'idéaux frelatés, reflète la noirceur de notre société, que si peu de gens acceptent de regarder en face, préférant détourner les yeux pour continuer à profiter des avantages offerts par ce monde qui, objectivement, est la cité de Satan, régie par ses 3 sinistres ministres. Car le démon est bel et bien là. C'est lui qui pousse les hommes à pratiquer ces actes contre nature, et c'est le plus souvent dans ces réseaux clairement sataniques que ces pratiques ont lieu. Le prince de ce monde exerce toute son influence sur les tribunaux, soumis au droit républicain, qui est opposé au décalogue. Il y a pleine autorité, car c'est lui qui en a inspiré les lois. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins, et donc d'en ouvrir un devant toute la classe, et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve, en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif. Oui, c'est ça. On nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit. Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. En tout cas, au niveau du site national, par contre, certaines académies continuent à recommander ce livre, Qui es-tu Alaska, donc qui décrit une fellation sur 3 pages. Mais il y a certaines personnes, manifestement, ça ne semble pas les gêner. Voilà, il dit, de toute façon, les enfants ont accès au porno, donc voilà, un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de l'école. À en juger par les révélations qui nous ont été faites au cours de notre enquête, la situation est globalement pire. Étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette, alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous, couples, le fait de manger un zizi. Alors là, ça nous a interpellés parce que manger un zizi, on voyait bien, nous adultes, ce que ça signifiait. Et on n'imaginait pas qu'il ait pu voir cela à l'école. Le directeur a considéré qu'il s'agissait là de pointe d'humour dans un contexte plutôt noir.